Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle session de l'e-stock. Après les deux webinaires dans lesquels on a traité les sujets de l'efficacité énergétique dans les bâtiments et de la logistique pour une construction efficace et circulaire, nous allons aborder aujourd'hui la thématique des enjeux environnementaux des bâtiments avec un focus sur les pratiques et les initiatives au Luxembourg. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Samuel Majerus de LST Engineering, Xavier Dubois de Eco Real Estate, Paul Bauster du ministère de l'Énergie et mes deux collègues Elori Igos et Sylvain Kubiski. Nous allons aborder pendant 1h30 les sollicitations environnementales et les certifications sur le marché luxembourgeois avec un retour d'expérience du nouveau bâtiment bureau Well d'Eco Real Estate. Paul va nous présenter le développement actuel des cadres juridiques au niveau de l'Union européenne ainsi qu'au niveau national. Et mes collègues Elori et Sylvain, ils vont parler des impacts environnementaux de la construction ainsi que du rôle du BIM et du Digital Twin pour l'analyse de cycle de vie. Avant de démarrer et de donner la main à Samuel, nous souhaitons vous informer que la session sera enregistrée et elle sera disponible sur la chaîne YouTube du LIST. Également, vous pouvez poser vos questions tout au long des présentations dans la case à droite. Nous allons traiter et répondre au maximum de questions pendant les dernières 15 minutes. Donc, Samuel, il est directeur de LST Environmental Engineering, qui est membre de LST Engineering Group. Et ce bureau d'études travaille notamment dans la construction durable et des certifications environnementales. Samuel, je vous donne la main. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, est-ce que j'ai la main? Peut-être vous pouvez, là, j'arrive pas à changer de slide. Ah si. Donc voilà, moi je vais vous parler, ou j'ai la chance de vous parler sur les bilans carbone. Et donc je vais faire un peu 15 minutes de théorie et puis rapidement au Luxembourg ce que les bilans carbone représentent. Donc directement pour commencer, tout le monde dit bilan carbone, moi-même je dis bilan carbone, mais en fait on parle toujours d'analyse de cycle de vie, ce qui est un bilan environnemental, mais voilà, par vulgarisation et parce que c'est toujours le carbone qui intéresse le plus les gens, on parle de bilan carbone de bâtiment. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait un bilan carbone ou une analyse de cycle de vie d'un bâtiment? C'est là où on va commencer à parler sur les EPD, Environmental Product Declaration. Donc, l'EPD, donc très vulgairement, c'est le bilan carbone d'un élément de construction. Donc, du béton, du bois, de l'isolation, de la fenêtre, même d'une chaise, etc. Et donc, en rassemblant tous ces éléments-là, on a la somme. Donc, le bâtiment, ce n'est que la somme de ces éléments. Et donc, si on a plein de différents EPD, on peut connaître le bilan environnemental. Donc, voilà ici un dicton, on va dire une citation que dans la vraie vie, dans la vie, les gens ne demandent pas beaucoup des certificats, mais dans la construction, surtout dans les bilans carbone, c'est le plus important. Donc tout ce qu'on demande dans la bilan carbone ou dans les analyses de cycle de vie, c'est est-ce que votre produit a une EPD? Et donc on parle beaucoup d'EPD. Qu'est-ce qu'une EPD? Une EPD, comme j'ai dit, c'est l'analyse de cycle de vie du produit en question. Donc ça peut être un produit, ça peut être un service. On parle toujours donc ce qui est le résultat, c'est qu'on va voir, c'est les impacts, des indicateurs d'impact. Le CO2, c'est juste un des impacts, mais on parle en général des gaz à effet de serre, aussi des ozone layer depletion, use of resources, donc l'utilisation d'eau, d'énergie fossile, la production de déchets et la production de produits de coproduits, on va dire. Donc tout ça et la recyclabilité du projet, tout ça c'est analysé dans cette EPD qui est toujours faite de telle manière qu'on puisse comparer
des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires. Donc on peut vraiment comparer, ou ça c'est le but d'une EPD, de comparer 1 kilo de peinture par rapport à 1 kilo de peinture ou 1 kilo de ciment, etc. Donc il y a beaucoup de normes qui sont utilisées, beaucoup de DIN, pour que ce soit très très standardisé et justement qu'on puisse comparer les produits les uns avec les autres. Donc dans la construction, c'est facile. Comme en haut à gauche, vous voyez par exemple Knauf. Donc tous les gros producteurs, Knauf, Soprema, etc., sont en train de faire des EPD pour tous leurs produits, puisque on va voir que c'est beaucoup demandé dans les certificats environnementaux. Et donc c'est un avantage sur le marché d'en avoir. Par contre, donc là vous voyez aussi des briques. Donc ça c'est des Leichtbeton. Donc on va aussi le voir quand le producteur lui-même n'a pas de PD, on peut utiliser des EPD génériques. Donc ici, ils ont été faits pour un bloc de béton standard. Donc au Luxembourg, c'est ce qu'on utilise souvent, des EPD allemandes génériques pour pouvoir calculer le PD. Et donc vous pouvez vous imaginer que des fois les génériques sont pires que si on regarderait vraiment le PD d'un produit qui a été fabriqué au Luxembourg. Par contre, là vous voyez Stadler, ils ont fait le PD d'un train, double decker train. Donc on peut aussi faire tout le PD d'un train entier. On peut faire ici en haut, vous avez de Friestadt le PD d'un textile. Et puis, si vous allez au restaurant, vous pouvez des fois aussi trouver des EPD de votre nourriture. Là, on voit le PD d'un poisson. Donc, c'est possible de faire une EPD de n'importe quel produit. Bon, je ne vais pas parcourir tous les points, mais c'était pour vous montrer que l'EPD, ce n'est pas vraiment le bilan carbone. Le bilan carbone, bien sûr, il est en première place. Ici, Global Warming Potential exprimé en CO2 pour les différentes phases de construction, d'utilisation. Mais vous voyez tous les autres paramètres qui sont regardés, il y en a beaucoup. Donc voilà, on vulgarise, on dit le bilan carbone, mais on regarde aussi l'eau, on regarde eutrophication potential, abiotic depletion. Voilà, on voit plein de différentes valeurs. Et c'est un peu la difficulté de se retrouver dans toutes ces valeurs-là. Et des fois, le CO2 est bien, mais un autre indice est pire si on commence à comparer des produits. Donc c'est là où il faut avoir un peu d'expérience de comparer, de savoir comparer, et puis aussi de savoir sur quel indicateur la personne met son importance. Donc là, vous le voyez déjà, on a le product stage, donc la production, on a la production du matériau, on a la construction, donc quand il est mis en place, on voit l'utilisation du matériau lui-même et on voit la fin, le end of life stage, donc la fin de vie, et puis les bénéfices en fin de vie, la réutilisation, recyclabilité. Donc on peut, pour chaque produit, on peut donner une valeur là-dessus. Par contre, en général, on ne regarde presque que le A1, A4, donc la production du produit, parce que pour le béton, ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on, pour chaque construction, ça peut être quelque chose d'autre. Euh, le transport jusqu'au chemin de construction, jusqu'à la construction, ça peut être une autre. Donc voilà, en général, on essaye de faire que le A1, A2, A3 et on ne regarde pas les autres. Donc voilà, quelle est une analyse ou qu'est-ce qu'est une analyse de cycle de vie? Ce schéma s'explique lui-même. Donc pour l'EPD, le client doit vraiment regarder sa production du raw materials. Donc c'est la production de la matière première jusqu'au produit fini. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont propres à l'usine, propres au manufacturer. Et tout ce qui est après, la construction, l'utilisation, ça c'est difficilement quantifiable. Donc là, on prend des valeurs de base de données certifiées, normées, Gabi, EcoInvent, s'il le faut. Donc voilà, c'est toujours basé sur des normes. Il y a beaucoup de normes. On ne peut pas juste inventer n'importe quoi.
Et donc là, on va le voir. Donc au Luxembourg, on commence à faire des EPD, notamment pour le marché du Nord, donc des pays tels que la Suède, Danemark, où tous les marchés publics obligent les produits à avoir une EPD. Donc dans les marchés publics de la Suède, on ne peut pas rendre un produit qui n'a pas d'EPD. Donc Vossloh, qui travaille pour euh, qui travaille également en Suède, doit rendre des EPD pour leurs produits. Donc là, vous voyez tous les standards qui ont été utilisés. Et ici, on ne parle juste d'un usinage sur un rail. Donc c'est uniquement le produit qui a été usiné au Luxembourg, et on travaille on a travaillé avec beaucoup de différentes normes qu'on doit respecter. Ici, je vous ai mis 3 sites où vous pouvez aller regarder. Un des plus connus, c'est le Ibu EPD. Donc vous tapez EPD sur Google et vous trouvez, et puis le nom du produit, et vous allez normalement tomber sur ibu-epd.com, et donc là on peut trouver gratuitement toutes les EPD qui ont été publiées. Comme ça vous pouvez voir quels produits en ont, quels produits ou quels producteurs en ont, quels n'en ont pas. Mais le but des EPD, c'est vraiment qu'elles soient accessibles à tout le monde. Voilà. Donc une fois qu'on a les EPD d'un produit, ou les EPD de plein de produits, on peut les mettre ensemble et on peut en faire une analyse de cycle de vie d'un bâtiment. Donc la LCA, c'est une approche normalisée, on va le voir un peu plus en détail, afin de faire une analyse, on va dire, sur le cycle de vie du bâtiment en question. Donc, comme pour le produit, on regarde la construction, l'opération, les matériaux premiers, la recyclabilité, etc. Et le but, bien sûr, d'une analyse de cycle de vie, c'est de la faire le plus tôt possible, afin de pouvoir guider le client vers des choix qui puissent améliorer les résultats. Donc en général, au Luxembourg, actuellement, ce n'est pas obligatoire de faire un bilan carbone d'un bâtiment. Par contre, je vous ai mis quelques certifications ici. La plupart vous devez les connaître, surtout la DGNB et le PREAM, qui sont faites maintenant sur pratiquement tous les bâtiments fonctionnels. Eux et le WELL maintenant également demandent, DGNB et BREEAM WELL demandent une LCA qui est faite selon les normes qu'on va voir plus tard. Le LENOS, on va en parler, mais il est en train d'être changé, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais au Luxembourg, actuellement, la plupart ou la majorité des maîtres d'ouvrage font des bilans carbone des bâtiments, parce qu'elles sont exigées dans les certifications environnementales. Bon, là peut-être, ça c'est juste pour votre information, il y a également du carbone neutre où on peut avoir demandé une certification carbone neutre pour le DGNB, pour le BREEAM, où il y a une autre qui s'appelle Zero Carbon Certification. Donc là, bien sûr, il faut le prouver avec un bilan carbone assez poussé. Donc le DGNB, donc très récemment, il y a 2022, 2020, il y en a un qui est sorti ou une adaptation qui a été sortie pour les quartiers. Et en 2023, il y a quelques semaines, il y a encore un nouveau update qui est sorti pour les bâtiments. Donc là, vous voyez un peu tout ce qui est important en économie circulaire en fonction des critères. Donc le Life Cycle Assessment vaut beaucoup de points. Donc tout le chapitre environnement vaut 22-23%, et dont le Life Cycle Assessment est la plus grande partie. Donc pour le DGNB, on n'est pas obligé de tout réaliser, mais plus on le fait, plus on a de points. Donc au départ, il demande une LCA, donc un bilan carbone, une Life Cycle Analysis préliminaire. Et on doit prouver qu'elle a été faite assez tôt dans le projet, et on doit prouver que cette LCA était à la source, ou était la source d'un changement. Donc par exemple, on a analysé un bâtiment en bois et en béton, ou avec différents isolants, et puis suite à cette analyse, on a décidé de choisir un produit pour réduire le bilan. Elle doit être mise à jour tout au long du projet.
Et puis ici, ça c'est important, elle est comparée par rapport à un bâtiment de référence. Et donc ça, la comparaison à un bâtiment de référence, ça c'est propre à DGNB. Donc eux, ils définissent un peu leur bâtiment de référence. Il faut contrôler après que les matériaux installés correspondent également aux matériaux qui ont été définis dans la conception. Et on peut aussi avoir des points en fonction des matériaux qui ont une EPD ou qui ont une certification. Donc là, la norme utilisée, c'est la 15978 qui est la norme pour les LCA. Il faut utiliser une software agréée pour remplir un Excel qui est fourni par la DGNB. Donc ça, c'est important. On ne peut pas juste faire une LCA, leur envoyer un rapport. Il faut leur envoyer leur Excel. Et donc, le plus facile, c'est de travailler avec une software agréée. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le BREEAM, c'est la même chose, mais ils ont un autre tool. Donc là, il faut travailler également avec une software pour pouvoir traduire les résultats de cette LCA dans le tool. Il y a des softwares qui font les deux, donc qui peuvent faire l'intégration dans le tool de BREEAM et dans le tool de DGNB. Parce que voilà, c'est différentes. Ils travaillent selon la même norme, mais il y a un peu des différences en fonction de ce qui est regardé, de voilà, quelle est tous les éléments qui sont regardés ou non. Donc le BREEAM, la plus grande différence, c'est qu'il ne regarde pas, il ne compare pas la LCA par rapport à un bâtiment de référence. Il regarde juste est-ce qu'il y a une LCA qui a été faite, oui ou non. Si c'est oui, on reçoit des points. Et puis on peut aussi recevoir des points si il y a beaucoup de produits qui ont des EPD. Donc je pense que c'est 5 produits par catégorie, on reçoit des points, c'est 10 produits par catégorie, alors on reçoit plus de points. Donc voilà, BREEAM c'est un peu plus simple, on va dire, ils ne vont pas regarder vraiment la performance de la LCA, ils vont juste regarder si une LCA a été faite. Bon, le LENOS, je vais pas m'attarder beaucoup dessus parce que je pense que le prochain orateur va en parler. Sachez que le LENOS n'utilise pas la norme LCA, mais il a un peu sa propre formule. Mais voilà, ce que j'ai compris, c'est ça va être changé assez rapidement. Donc pour terminer là-dessus, peut-être ça va être une bonne suite ou introduction pour le prochain orateur qui va plus en parler. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de base légale pour actuellement faire un bilan carbone. Par contre, il y a une loi qui est sortie il y a tout juste un mois, une année et un mois, qui marquait que toute construction, à partir du 1er janvier 2025, doit avoir un registre informatique des différents matériaux utilisés, donc une sorte de passeport des matériaux. Et donc là-dessus, si on réfléchit un peu, on peut s'imaginer que le passeport énergétique va devenir un passeport des matériaux avec un calcul du bilan carbone. Également, ça va aussi être parlé, ce PNEC, le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat, propose ou même oblige l'État à diminuer dans certains domaines, dont la construction. Donc bien sûr, il faut savoir le mesurer. Et pour ça, les passeports énergétiques, passeports des matériaux dans la construction seraient un bon élément. Donc moi, pour terminer ma partie, si vous devez retenir quelque chose, c'est que couramment, très vulgairement, on utilise le terme bilan carbone, mais on parle de bilan environnemental. Donc le carbone est juste une des parties qu'on regarde. Et puis, toutes les certifications environnementales travaillent avec la même norme ISO qu'on vient de regarder, mais elles diffèrent en certains points qu'on a vus. Mais en tout cas, les bilans carbone sont très normés, comme les EPD. Il y a des dizaines de normes et de standards qui sont utilisés, voilà, que vous ne devez pas connaître, mais comme ça, vous pouvez savoir qu'on peut comparer les uns avec les autres. Voilà, c'était tout pour ma partie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Samuel et nous continuons avec les notifications. Dans la prochaine partie, Xavier Dubois va nous parler plus sur le certificat WELL. Xavier il est ingénieur de formation, il travaille dans le secteur de l'immobilier depuis 22 ans et depuis 7 ans chez Eco Real Estate en tant que responsable développement et projet Office et Retail. Xavier était responsable des projets des 2 bâtiments WELL 22 et Wooden, qui sont les 2 premiers bâtiments certifiés WELL au Luxembourg, donc axés sur le bien-être des occupants.
Xavier, je vous donne la main. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Majoris, pour votre présentation qui aborde des sujets de certification dont je vais parler. Donc, l'impact, le retour d'expérience sur le bâtiment WEL 22, principalement. Attendez, je n'ai pas la main. Voilà, c'est parti. Je suis ravi de vous parler de mon retour d'expérience sur la conception du bâtiment WEL 22 à Ovals, dont ICO occupe les étages +3 et +4. Donc, le bâtiment WEL 22, c'est un bâtiment axé essentiellement sur le bien-être des occupants. Et donc, elle possède une certification WEL Building Standard mis en place dans tous les projets de ICO. Le bâtiment WEL 22, il est certifié aussi BREEAM Excellent et il dispose d'un Building Operating System, qui est une application servicielle dédiée au bâtiment aussi. Le bâtiment WEL 22, c'est aussi un bâtiment passif, donc triple A. Donc, la production de chaleur, elle est produite directement via une pompe à chaleur et une chaudière à pellets. Ça va un peu trop vite. Donc, le bien-être de l'immobilier est un sujet au centre des préoccupations d'ICO Real Estate. Donc, la raison d'être est de veiller à placer l'humain au cœur de ces projets immobiliers. Donc, en imaginant des solutions novatrices et durables pour bâtir les lieux de vie de demain. Donc, cela se traduit notamment au travers d'un des piliers fondateurs de notre vision qui considère l'humain comme unité de mesure de nos projets urbains et immobiliers. Au-delà d'une vision inspirante sur ce sujet, il est important pour ICO de concrétiser son engagement à travers un outil qui permette à la fois de guider les équipes projets, mais aussi de mesurer notre performance sur ce volet. Donc, nous avons mis en place cet outil qui est donc la certification WEL Building Standard. Donc, ICO Real Estate est le premier développeur immobilier au Luxembourg à inscrire ces nouveaux développements dans la démarche de la certification WEL Building Standard. Et donc, le bâtiment WEL 22, c'est le premier immeuble certifié WEL au Grand-Duché de Luxembourg. Le bâtiment WEL 22, il est certifié Gold en Shell & Core et les aménagements ICO, que ICO occupe, sont quant à eux certifiés Platinum, donc le degré le plus élevé dans cette certification. Donc, la certification WEL Building, elle agit principalement sur le bien-être et la santé dans les immeubles. Elle a été mise au point sur base d'un constat. Donc, nous passons plus de 90% de notre temps à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc, l'impact de l'immobilier sur notre santé, notre productivité et notre bien-être est donc très important. Elle fonctionne comme tous les autres labels du secteur de la construction, avec une série de critères prérequis, des points complémentaires à activer et 3 niveaux de performance pour les immeubles certifiés. Donc, le Silver, le Gold et le Platinum. Donc, elle se compose essentiellement de 10 concepts clés qui permettent d'adopter une approche holistique du bien-être dans le bâtiment et ses alentours. Donc, on les voit bien tous ici. Donc, l'air, l'eau, la nourriture, la lumière, tout ce qui est mobilité, esprit, matériaux, son, confort thermique et communauté. Donc, je vais vous présenter quelques-uns de ces 10 critères à travers le projet WEL 22 et également au travers du projet Wooden. Donc, le bâtiment Wooden, c'est le premier bâtiment d'une surface de 10 000 m² de bureaux qui accueille à l'heure actuelle le siège social Baloise Assurance. Donc, voilà. Donc, le premier point abordé, c'est le sujet de l'air. Donc, la qualité de l'air intérieur pour ICO, c'est un des critères les plus importants à prendre en compte pour garantir le bien-être et la santé de ses occupants. Donc, évidemment, pour garantir des niveaux élevés de qualité d'air intérieur au sein de l'immeuble WEL 22, on a déployé plusieurs actions et notamment l'élimination et la réduction de la pollution à la source et la mise en place de systèmes de mesure précis. Donc, concernant ces systèmes de mesure, nous avons installé dans le bâtiment et principalement dans nos aménagements bureaux des capteurs de mesure de la qualité de l'air qui permettent de mesurer la qualité d'air intérieur avec précision et d'alerter et d'informer les occupants en cas d'anomalie.
Le critère suivant, attendez, je pense que j'ai un peu été trop loin, je voulais aborder le matériau. Pardon, voilà. Donc le critère suivant, c'est le critère des matériaux. Donc si le bâtiment wooden représente un engagement fort vers la durabilité par son mode constructif en bois, la certification WELL aborde cette thématique sous l'angle de l'impact potentiel sur la santé des occupants de l'immeuble. Donc dans le cadre de sa conception et de la construction du bâtiment, nous avons été tout particulièrement attentifs au choix des matériaux mis en œuvre. Donc, on a donc banni tous les composés reconnus pour être dangereux pour la santé des travailleurs et donc nocifs pour l'environnement. Donc, il est important de signaler que chaque fiche technique des matériaux, donc tout ce qui est colle, vernis, bois, donc a été validé par notre assesseur afin d'être sûr qu'aucune substance nocive ne soit présente. Donc, via des écolabels principalement. Au niveau de la lumière, les façades du WELL 22, donc elles ont été conçues pour maximiser l'apport de lumière naturelle dans les espaces de travail. Et donc nous avons installé aussi des luminaires respectant le cycle circadien, donc afin que la lumière artificielle contribue elle aussi au bien-être des occupants de l'immeuble. Au niveau du confort thermique, donc si les façades, elles sont principalement conçues pour laisser pénétrer le plus de lumière possible au cœur du bâtiment, l'optimisation de la température intérieure a bien sûr également été étudiée, donc tout ce qui est simulation thermique dynamique. Donc, grâce au concept technique de l'immeuble, au store extérieur et au contrôle précis de la température intérieure, on garantit un confort thermique optimal aux occupants du bâtiment. Donc, comme je l'ai signalé, donc une étude de confort thermique ainsi qu'une simulation thermique dynamique, elle est réalisée pour chaque projet de bureau. Au niveau communauté, donc pour ICO, la promotion du bien-être de la communauté formée par les occupants et de ces immeubles passe par la notion de building as a service. Donc, nous avons développé une application mobile dédiée à l'immeuble WELL 22, donc qui permet à tous les usagers d'interagir avec le bâtiment. Donc, ils peuvent être informés régulièrement des sujets liés à leur santé, tels que comme je l'ai dit, la qualité de l'air intérieur. Ils peuvent gérer la température, mais aussi donc gérer les stores, accéder à un éventail de services tels que réservation de salles de réunion, de voitures, de vélos partagés, de cours de sport. Et donc aussi au niveau du bâtiment WELL 22, on a traité tout ce qui était les espaces extérieurs. Donc on a une terrasse en toiture avec des espaces verts, une pergola. Donc tout ça pour le bien-être évidemment de ses occupants. Au niveau de l'activité physique, saviez-vous que 5 minutes d'exercice par jour réduit de 49% les douleurs chroniques, comme tout ce qui est mal de dos ou maux de tête? Et donc, évidemment, ces 5 minutes par jour, c'est principalement prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs pendant la journée. Et donc, c'est pour encourager ces changements d'habitude des occupants que nous veillons à offrir des cages d'escalier qualitatives, lumineuses et attractives. On prévoit aussi dans chaque développement de projet une salle de fitness. Ici, au bâtiment WELL 22, on a été même jusqu'à installer des luminaires Coelux. Donc, ce sont des luminaires qui sont, comment dire, qui redonnent une vue semblable à la lumière naturelle, comme si on avait une vue sur le soleil. Donc, et c'est vraiment très, très agréable au jour le jour. Au niveau de la certification donc WELL Building Standard, il y a encore, en plus des 6 critères que je viens d'évoquer, donc la certification compte encore 4 critères, donc qui sont essentiellement donc l'eau, l'esprit, l'alimentation et le son. Donc au niveau du son, on peut dire que chez ICO, on prévoit chaque fois l'accompagnement d'un acousticien dès la phase avant-projet détaillé,
donc pour définir les critères acoustiques de la façade et des espaces bureaux paysagers, par exemple. Au niveau de l'eau, on prévoit d'office des installations de détection de fuite d'eau dans le bâtiment, donc pour éviter toutes les pertes sur le réseau. Et de plus, le bâtiment est équipé d'une citerne de récupération des eaux de pluie pour alimenter les espaces verts. Au niveau donc de la certification Well Building, on peut retenir que ça joue vraiment donc sur le bien-être des occupants au jour le jour. Les retours d'expérience que moi j'ai pu vivre sur le bâtiment Wooden comme Well 22 sont très positifs. Et donc, j'incite vraiment tous les promoteurs à, en tout cas, depuis une dizaine d'années, on parle de certification BREEAM, DGNB. Là, il est clairement, je trouve, important de pouvoir maintenant développer tous les projets sur base d'une certification complémentaire qui est la Well Building Standard. Merci à tous pour votre attention et donc n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous souhaitez en savoir plus sur cette certification, sur EcoReal Estate et ses projets. Merci. Merci beaucoup Xavier. Et donc pour compléter cette vue, Paul Baustert va nous présenter les développements au niveau du cadre juridique au Luxembourg et en Europe. Avant de continuer, je souhaite vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat à droite tout au long des présentations. On aura une session questions-réponses à la fin. Paul est attaché au ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire au Luxembourg. Il travaille sur les thématiques de construction durable dans le département de l'énergie. Il est ancien chercheur au LIST, où il a effectué son doctorat sur l'analyse de l'incertitude des modèles d'évaluation du cycle de vie. Paul, bonjour tout le monde. vous avez là. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà, donc je vais vous parler principalement de notre projet feuille de route construction bas carbone qu'on a élaboré pour préparer la transposition d'une directive européenne. Donc avant, je vais vous bien sûr parler aussi des cadres juridiques comme annoncé. Et en premier, je vous parle du contexte européen. Comme Samuel a dit, je vais utiliser le terme analyse de cycle de vie ou empreinte carbone plus ou moins de manière échangeable. Et je pense que Samuel a donné une bonne introduction sur le sujet. Donc, au niveau européen, il y a plusieurs directives, règlements qui actuellement déjà parlent de l'empreinte carbone, de l'analyse de cycle de vie des bâtiments. En premier, j'aimerais bien parler de la directive relative à l'efficacité énergétique. Actuellement, c'est une proposition de refonte, donc le texte est en discussion. Et dans cette directive, il y a une disposition qui crée la possibilité, voire l'obligation, de faire une analyse de cycle de vie dans le cadre des marchés publics. En deuxième, la taxonomie, un règlement qui fixe avec ses règlements délégués les critères des investissements durables. Et pour les bâtiments, notamment les nouveaux bâtiments, il y a des critères qui exigent qu'une analyse de cycle de vie pour les bâtiments soit faite. Et finalement, la directive qui est la plus importante pour nous au sein du ministère, c'est la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Comme la directive relative à l'efficacité énergétique, c'est une proposition de refonte. Donc, le texte est actuellement en trilogue. Et là-dedans, il y a une disposition qui crée l'obligation de faire, dans le cadre des certificats de performance énergétique, de faire une analyse de cycle de vie, donc une empreinte carbone d'un bâtiment, et non seulement de se focaliser sur la partie opérationnelle, mais sur tout le cycle de vie des nouveaux bâtiments. Et ceci à partir de 2027 pour les grands bâtiments et à partir de 2030 pour tous les bâtiments. Comme j'ai dit, le texte est en discussion, donc il y a de la part du Parlement
la proposition de faire cette obligation pour tous les bâtiments à partir de 2030 déjà. Le contexte national, donc au Luxembourg, je pense la plupart des textes ont déjà été mentionnés. Il y a le Klimaschutzgesetz, donc la loi relative au climat, qui, avec son règlement délégué, détermine les allocations d'émissions pour les différents secteurs. Je vais parler de ces secteurs tout à l'heure. Il y a déjà, comme Samuel a aussi mentionné, le LENOS, donc il y a déjà une certification de durabilité des logements qui inclut un critère analyse de cycle de vie, qui inclut non seulement l'empreinte carbone, mais tout un ensemble d'indicateurs environnementaux. La loi relative aux déchets a aussi déjà été mentionnée, donc cet inventaire, ce passeport de matériaux qui sera obligatoire à partir de 2027. Et en ce moment, l'avant-projet de règlement grand ducal est en élaboration pour fixer comment ce passeport, cet inventaire de matériaux est élaboré. Ce qui est important est de mentionner que on est en étroit échange avec le ministère de l'Environnement pour aligner ces obligations avec les obligations des nouveaux CPE pour s'assurer que les données qui seront collectées seront similaires. Et finalement, il y a la loi concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, avec les règlements concernant la performance énergétique des bâtiments. Ce sont ces règlements qui définissent comment les calculs de performance énergétique des bâtiments sont faits actuellement pour les CPE actuels. Et quand on aura le texte de la directive que je mentionnais avant, ces règlements vont être modifiés pour inclure tout le cycle de vie des bâtiments. Tous ces textes auront des champs d'application qui ne sont pas toujours les mêmes, donc je vais juste parler de deux champs d'application qui sont importants dans le contexte de notre projet. Donc, similaire à ce que Samuel a montré, il y a la norme EN 15978, c'est la norme qui est mentionnée dans tous les textes européens que j'ai montrés, qui définit comment l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment doit être fait. Il y a peut-être deux notions à retenir. Il y a les émissions opérationnelles, ce sont les émissions qui sont plus ou moins déjà couvertes par les CPE actuels. Et il y a les émissions incorporées, donc la phase de production des matériaux, phase de construction, phase d'utilisation, fin de vie. Ce sont les émissions qui vont s'ajouter dans les nouveaux CPE. Et une autre notion souvent mentionnée, je pense que Samuel a mentionné plus ou moins aussi, ce sont les émissions initiales, donc tout ce qui est émis pour en fait construire le bâtiment. Un deuxième champ d'application, ce sont les émissions territoriales. Ceci, dans ce graphique, je montre les allocations d'émissions aux différents secteurs dans le règlement grand ducal d'exécution de la loi relative au climat. Donc, il y a 5 différents secteurs, traitement des déchets, agriculture, bâtiments résidentiels, tertiaires, transport, industrie. Comme vous voyez, il n'y a pas de secteur de construction en soi. Le secteur de construction, en fait, contribue à plus ou moins tous ces secteurs, comme par exemple traitement des déchets de construction, production peut-être au futur des matériaux biosourcés, phase d'exploitation du bâtiment. Ça, c'est en fait ce qui est déjà couvert par les CPE, mais aussi le transport des matériaux et dans l'industrie, tout ce qui est production des matériaux de construction. Il est important de savoir que ce sont des émissions territoriales. Donc, cela n'inclut pas les émissions générées par des produits de construction qui sont importés. Tandis que dans l'analyse de cycle de vie, on prend en compte bien sûr de tous les matériaux nécessaires pour construire un bâtiment. Donc vous voyez que le champ d'application n'est pas exactement le même. Un autre point important à mentionner, c'est que dans ce règlement, on ne prend pas en compte tout ce qui est déjà pris en compte par le système ETS, donc les certificats.
notamment le béton et l'acier qui sont quand même à l'origine de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ça pour dire que c'est assez difficile de faire le lien entre ce règlement et les valeurs que vous voyez ici et les valeurs d'analyse de cycle de vie dans le cadre des futurs CPE. Donc, pour préparer la transposition de la directive, nous, on a élaboré un projet qu'on a appelé la feuille de route construction bas carbone, qui a trois grands objectifs. Un premier objectif, on l'a appelé établir un budget carbone. J'ai montré juste avant les deux champs d'application. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est de définir un budget carbone, par exemple par mètre carré pour les nouvelles constructions, pour qu'on puisse comparer avec les valeurs des futurs CPE à ce budget pour voir est-ce qu'on est en phase, oui ou non, avec les objectifs internationaux, par exemple l'accord de Paris du Luxembourg. Et un deuxième objectif est d'établir ce qu'on a appelé une ligne de référence. Donc actuellement, on ne sait pas exactement combien est-ce que les nouveaux bâtiments émettent, par exemple par mètre carré au Luxembourg. Donc ici, on va faire toute une collecte de données. Je vais présenter les lots de travaux après. Et finalement, un troisième objectif, c'est d'établir des voies de décarbonation. Donc le premier objectif, c'est de fixer le budget où on doit arriver. Le deuxième objectif, de savoir où est-ce qu'on est actuellement. Les deux sont comparables, ça c'est l'idée. Et après, les voies de décarbonation vont nous permettre de définir comment est-ce qu'on peut y arriver. Voici les lots de travail que j'ai présentés. Donc, le premier lot de travail, c'est de définir ce budget carbone par mètre carré. On a déjà fait une analyse de ce que d'autres pays font, par exemple le Danemark, la Finlande, qui ont participé à des projets pour voir comment est-ce qu'on peut arriver de l'accord de Paris à un tel budget de carbone. Le deuxième lieu de travail, c'est la collecte de données. Donc, j'ai mentionné le passeport ou l'inventaire des matériaux dans le cadre de la loi déchets. L'idée, c'est ici d'établir un échantillon représentatif de bâtiments pour avoir une première base à partir de laquelle on peut faire des analyses de cycle de vie pour savoir où est-ce qu'on arrive au Luxembourg. Le troisième lot de travail, c'est une base de données de déclaration environnementale de produits, ou plutôt de valeurs de référence pour le Luxembourg. Encore, Samuel a présenté, je pense, un peu ce qui est une déclaration environnementale de produits. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a des valeurs représentatives pour le Luxembourg, pour les matériaux les plus utilisés, pour que la transposition et après le travail sur le terrain est facile à effectuer ces calculs des futurs CPE. Et ces trois lots de travail, c'est la première phase de notre projet. Et pour la deuxième phase, on dépend un peu du texte final de la directive. Donc, la directive, il y a différentes propositions. Si soit la Commission va définir une méthodologie d'analyse de cycle de vie, ou si les pays membres vont pouvoir définir leur méthodologie. On a un lot de travail pour la méthodologie du Luxembourg en dépendance des décisions européennes. Pour le moment, j'ai parlé des nouveaux bâtiments. Il y a aussi des dispositions dans la directive concernant les rénovations, mais il est clair que pour la rénovation, la méthodologie d'analyse de cycle de vie doit être adaptée pour mieux représenter les défis de la rénovation. Et finalement, le dernier lot de travail, c'est de définir les mesures réglementaires, technologiques, financières et autres pour réduire les impacts des bâtiments au Luxembourg. Bien sûr, ceci sera alimenté par les résultats de notre projet pour vraiment cibler nos actions. Finalement, juste de manière très générique, le calendrier. Donc, on a lancé les soumissions des cahiers de charges pour la première phase de notre projet début de l'année et on va continuer avec la deuxième phase
probablement l'année prochaine si le texte final de la directive est voté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Dans la prochaine présentation, Elori Igos va nous parler davantage sur les impacts environnementaux de la construction durant le cycle de vie d'un bâtiment. Elori est ingénieure R&D depuis 12 ans et la Sustainability Officer au LISP. Elle est titulaire d'un doctorat en évaluation de l'impact environnemental du traitement des eaux usées et ses travaux de recherche se focalisent sur l'amélioration des méthodes d'évaluation de la durabilité afin de mieux soutenir la prise de décision, et elle est actuellement en charge du développement du framework européen Sustainability by Design. Merci. Je vais juste te donner la main, Elori. D'accord. Voilà. Alors, j'attends de voir. Ah oui, ok. Donc, merci pour l'introduction. Je vais parler en fait des impacts environnementaux de la construction, mais plutôt du logement en fait de manière générale, avec quelques données pour le Luxembourg. Avec donc l'approche cycle de vie, on va bien sûr se focaliser sur l'empreinte carbone qui est un indicateur clé des impacts environnementaux, mais je vais aussi mentionner d'autres impacts lorsqu'ils sont pertinents. Donc, au LIST, nous avons fait l'exercice de calculer l'empreinte carbone d'un résident luxembourgeois moyen. Donc ici, comme disait Paul, c'est un peu différent de l'empreinte territoriale qui se focalise que sur les émissions générées sur le pays. Ici, on a fait une approche de consommation, c'est-à-dire que ce qu'on consomme au Luxembourg, même si ça a été produit ailleurs que le Luxembourg, c'est comptabilisé dans l'empreinte carbone. Et donc, on est parti des données de consommation d'un résident luxembourgeois en termes de mobilité, logement, alimentation, autres biens de consommation. Et on a aussi inclus les services publics. Donc, on a alloué tous les impacts des services publics à chaque habitant, donc que ce soit au niveau de l'éducation, des hôpitaux, des actions militaires, etc. Et donc, on arrive avec ce calcul à un total autour de 13 tonnes de CO2 équivalent par personne par année. Donc, bien sûr, ce chiffre, il est assez incertain. C'est beaucoup moins précis que l'empreinte territoriale parce qu'il faut faire des hypothèses sur comment ont été produites les choses, etc. Mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Et dans ces 13 tonnes, le secteur du logement compte pour autour de 3 tonnes. Donc, c'est assez significatif et donc il faut à tout prix réduire ces impacts des logements, donc ici logements résidentiels, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc ici, les 3 tonnes sont divisées dans les différentes phases du cycle de vie d'un logement. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que toute la partie qui est dans le carré rouge ici, c'est la partie opérationnelle. Donc, que ce soit pour le chauffage de l'eau aussi, ou l'utilisation d'électricité, ou la consommation d'eau. Donc, tout ça représente 93% de l'empreinte carbone que nous avons calculée. Et donc, moins de 10% correspond aux impacts de la construction et de la maintenance. Donc, c'est pour ça que ma présentation va se focaliser dans un premier temps sur les consommations énergétiques. Et là, on peut voir sur ce graphe que les consommations énergétiques au Luxembourg des résidents, donc en kilowattheures par année par habitant, est bien au-dessus que la moyenne européenne. Même si la tendance tend à réduire cette différence avec la moyenne européenne, on voit qu'on est quand même bien au-dessus. Donc, il faut améliorer les choses au Luxembourg en termes de consommation énergétique. Donc, je vais commencer par le chauffage parce que ça représente 2/3 de l'empreinte carbone. Donc ici, j'ai essayé de décomposer les impacts du chauffage. En fait, pour avoir les kilogrammes de CO2 équivalent par habitant pour le chauffage, il faut multiplier l'intensité énergétique du logement, donc en kilowattheures par mètre carré par an. On peut le multiplier par la surface du logement, donc on obtient des kilowattheures par an. Et donc ces kilowattheures, on peut les traduire en kilogrammes de CO2 équivalent en ayant
l'intensité carbone de la source énergétique, donc en kilogrammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Et donc là, c'est pour le logement, et bien sûr, on divise par le taux d'occupation pour l'avoir par personne. Donc, on va analyser chacun de ces termes. Donc, pour l'intensité énergétique, ici, c'est les résultats d'une étude qui avait été faite au LIST sur Esch, sur Alzette, avec différents échantillons. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc en abscisse, sur l'axe des Y, la consommation énergétique en kilowattheure par mètre carré par an de différents logements. On a classifié les logements, que ce soit des maisons non mitoyennes, des maisons mitoyennes ou des appartements. Et on a aussi classifié selon l'âge de construction, donc avant 70, entre 70 et 95 et après 95. Donc, clairement, on voit que là où on a le plus d'efficacité énergétique, c'est sur les bâtiments les plus récents, puisque les normes ont évolué pour permettre une meilleure efficacité énergétique. Mais aussi, les appartements ont la meilleure performance, puisque forcément, on a moins d'échanges avec l'extérieur, donc une meilleure efficacité énergétique. Ensuite, si on regarde la taille et le taux d'occupation, ici, on peut voir donc les statistiques ici de Statex datent de 2012, donc il faudrait revoir les données, mais en général, on peut quand même conclure que la taille des logements en Luxembourg est très élevée comparée à la moyenne européenne. Donc, on peut voir les différents chiffres. Par exemple, pour une maison isolée, c'est 186 mètres carrés contre 127. Alors, peut-être que cette valeur a diminué depuis, mais ça reste quand même très élevé. Et si on fait le ratio avec le nombre de personnes par logement, on arrive à des valeurs entre 35 mètres carrés par personne pour un appartement jusqu'à 67 mètres carrés par personne pour une maison isolée. Donc, ce sont des valeurs qui restent très élevées et qui tendent à augmenter l'impact des logements au Luxembourg. Donc, il faut essayer aussi de minimiser cet espace, même si ça remet en cause, on va dire, nos habitudes de logement. Et enfin, sur l'impact énergétique en kilogrammes de CO2 par kilowattheure, donc déjà, il faut comprendre d'où vient cette énergie pour chauffer les logements au Luxembourg. Donc sur le camembert, on peut voir que c'est principalement à partir de ressources fossiles, donc gaz en majorité, 55%, mais aussi pétrole, 35%. Et donc forcément, les ressources fossiles, elles émettent beaucoup de CO2. On voit qu'on est entre 250 et plus de 300 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, alors que le bois, par exemple, on est plutôt autour de 50 grammes. Donc ça, c'est important qu'on puisse faire la transition aussi sur les moyens de chauffage au Luxembourg et se débarrasser des ressources fossiles. Donc là, je parlais de l'empreinte carbone des différents modes de chauffage, mais pour un peu s'ouvrir à d'autres impacts environnementaux, je compare ici différents modes de chauffage, non seulement pour l'empreinte carbone à gauche, mais au milieu, on voit les particules fines. Et là, ici, en fait, on voit le principal inconvénient du chauffage au bois qui émet beaucoup de particules fines par rapport aux autres énergies. Et ça peut être un problème, notamment en ville, où la densité de population est plus élevée. Donc, il faut à tout prix éviter cet inconvénient du chauffage au bois en mettant en place des filtres et donc des normes aussi pour éviter d'impacter la santé des habitants avec le chauffage au bois. Et j'ai mis un dernier indicateur à droite qui est sur l'utilisation des ressources, donc des matériaux. Et là, ici, on voit par exemple les pompes à chaleur ou le solaire thermique qui sont plutôt bien du côté changement climatique aux particules fines. Là, consomment plus de matériaux. Et donc là, de nouveau, il faut travailler sur, par exemple, la recyclabilité des matériaux pour ce genre de sources énergétiques. Et donc, voilà, là, au final, si on regarde le total pour différents types de logements, on se rend compte des différences et des améliorations au fil des ans. Donc, ça, c'est bon signe, mais aussi des bénéfices, par exemple, des logements en appartement par rapport aux maisons isolées. Donc, maintenant, je vais parler des autres types d'énergie, donc l'électricité. Donc, l'électricité, ça, c'est des données européennes, hein, pas spécifiques au Luxembourg, mais on peut se rendre compte que les différents types de consommateurs d'électricité. Donc, ça va être beaucoup tout ce qui est télé, multimédia, mais aussi les frigos, un peu l'éclairage et puis tous les autres équipements. Donc, qu'est-ce qui va influencer notre consommation électrique? Ben, déjà, le nombre d'équipements qu'on a. Donc, c'est sûr, c'est mieux de
d'adapter nos besoins d'achat à nos réels besoins. Le temps d'utilisation, donc c'est important d'éteindre quand on n'utilise pas et pas seulement mettre en veille. Et puis, il y a plein d'autres éco-gestes, donc essayer de mettre les consignes de température les plus basses possibles, maintenir les appareils pour qu'ils ne surconsomment pas. Et donc, tout ça peut amener à des économies de 10 à 40%. Et puis, il y a aussi la puissance de l'équipement. Et pour ça, on a les énergies labels. Donc, on a le nouveau label européen qui a été remis à échelle entre A et G. Donc, on ne voit plus les A+, ou A+++. Mais voilà, c'est très important de regarder ces labels énergétiques. Ça peut faire des économies même jusqu'à 70% si on parle vraiment d'un équipement, par exemple, de G à A. Et finalement, notre électricité, donc comme pour le chauffage, il faut voir l'intensité carbone de notre électricité. Ici, on a différentes sources. Donc, à gauche, on a les ressources fossiles, charbon, pétrole et gaz. Donc, forcément, là, c'est les plus élevés en termes d'intensité carbone. Et puis après, on a toutes les énergies renouvelables et le nucléaire, qui sont toutes des énergies bas carbone. Et j'ai mis ici le mix luxembourgeois qui est de 350 grammes. Désolé, il y a un petit problème d'affichage. Mais bon, 350 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc, bien sûr, c'est à améliorer. Hein. Il faudrait être en dessous des 100 grammes si possible. Mais malheureusement, le Luxembourg a un très bon mix de production, mais il a besoin d'importer. Et donc, il importe de pays où il y a des ressources encore fossiles importantes, comme en Allemagne avec la lignite. Et donc, maintenant, je vais parler rapidement de la construction et la maintenance. Donc, aujourd'hui, ça ne représente pas beaucoup dans l'empreinte carbone, mais il faut garder à l'esprit que ça tend à augmenter. Donc là, c'est une étude qui compare pour une maison standard isolée la part entre les gaz à effet de serre opérationnels, donc comme Paul le disait, donc au niveau de l'utilisation d'énergie, donc la phase d'utilisation du bâtiment. Et donc ça, c'est en vert. Et en bleu, les émissions embodied, donc qui sont incorporées, je pense que c'est ça le mot en français, pour la construction de ces matériaux, la construction du site en soi et la fin de vie. Et donc aujourd'hui, on est autour de 22% des émissions incorporées, donc le majoritaire c'est vraiment opérationnel, mais avec les nouveaux standards, ça va représenter sûrement 35, et vraiment ceux qui sont avancés avec les maisons passives ou net zéro. Ici, on voit que la barre bleue commence vraiment à augmenter, donc il y a toujours un bénéfice parce que la barre verte diminue, mais il faut faire attention que finalement les bénéfices opérationnels ne sont pas en train d'être compensés par l'impact additionnel au niveau des matériaux. Donc ça, c'est vraiment un point à faire attention dans le futur. Et donc, pour parler de l'empreinte carbone des matériaux, je vais vous montrer quelques exemples d'une étude ACV. Donc là, les matériaux qui composent un mur extérieur, donc il y a d'abord les matériaux structurels, donc c'est la majeure partie du mur. On voit ici, on a différents types de matériaux et clairement, ils ont différents poids et différentes empreintes carbone. En général, les matériaux biosourcés, donc le bois massif ou les panneaux de bois, vont avoir une empreinte carbone plus faible que les autres, et aussi moins c'est des matériaux transformés, donc bruts. En général, plus leur empreinte carbone va être aussi faible. Donc, on peut voir aussi que la pierre ici a une empreinte moins élevée que les briques ou le ciment, par exemple, ou le béton. Maintenant, ici, le même exercice, mais sur les matériaux d'isolation. Donc, forcément, ici, on les compare pour 1 mètre carré, mais pour une même performance énergétique. Donc, ça veut dire que selon les matériaux, si on a un matériau qui est moins conductif, on pourra mettre moins de matériaux qu'un autre qui est plus conductif et donc qui va laisser passer la chaleur à travers. Donc, de nouveau, ici, différents types de matériaux qui sont comparés, et en termes de carbone, en termes d'empreinte carbone en bleu, on retrouve la conclusion que c'est les matériaux biosourcés qui ont la plus faible, et les plus élevés sont ceux en matière synthétique, donc polystyrène ou polyuréthane.
Et ici, maintenant, on peut comparer quand on les assemble. Donc déjà, au niveau du poids à gauche, ce qu'on peut voir, c'est que les matériaux d'isolation en rouge représentent vraiment une faible masse en général dans un mur. Mais en termes d'impact, à droite, pour l'empreinte carbone, on peut voir que cette barre rouge peut être très importante. Donc ici, on a 6 scénarios. Donc pour chaque matériau structurel, on a 2 sous-scénarios, soit avec la laine de verre, soit la laine de bois. Et avec la laine de verre, l'impact du matériau d'isolation est assez important. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que c'est très important d'isoler, mais il faut faire attention avec quel matériau on isole. Et donc, pour finir cette présentation, c'est juste comment on peut réduire les impacts des logements. En fait, on peut voir les impacts du logement comme un cube. C'est les facteurs, il y a 3 facteurs qui vont rentrer en compte. C'est l'intensité carbone des matériaux de l'énergie qu'on utilise, l'efficacité de nos logements et la sobriété, c'est-à-dire réduire la demande. Donc, en termes d'intensité carbone, pour diminuer cette intensité carbone, eh ben, on peut préférer des modes de chauffage ou d'électricité qui sont bas carbone, donc des pompes à chaleur, du bois, etc. Et aussi, en général, les heures hors pic sont plus avantageuses et contiennent moins d'intensité carbone. Au niveau de l'efficacité, là, on peut améliorer les performances énergétiques des bâtiments, donc avec de la rénovation, mais encore une fois, faire attention aux matériaux qu'on utilise. Les appartements aussi sont par définition plus efficaces qu'une maison isolée. Et on peut regarder aussi l'efficacité des équipements qui sont consommateurs d'énergie dans un logement. Et enfin, pour regarder la demande, donc essayer d'avoir des logements plus sobres. Ici, on peut penser à la question de la taille, donc essayer de réduire la taille de nos logements et adopter tous les éco-gestes qui sont possibles. Voilà, merci. Merci Elori. Dans la dernière présentation, Sylvain Kubicki nous parlera du BIM et du Digital Twin et le rôle pour l'analyse de cycle de vie. Sylvain est architecte et docteur en sciences de l'architecture et ingénieur R&D holiste. Il est principalement impliqué dans des projets de recherche dans les domaines de l'informatique pour la construction BIM et Digital Twin. Sylvain est engagé dans des réseaux de recherche européens en tant que membre de la plateforme ECTP. Il est membre du board du partnership Built for People et il agit comme évaluateur auprès de la Commission européenne et d'autres organismes de financement de la recherche. Merci. Merci Perla. Je partage le même bureau cet après-midi. Et merci à tous donc, pour les présentations délivrées jusqu'à présent, donc, qui ont touché les questions voilà, les grandes transformations finalement que vit le secteur de la construction, de manière même plus générale, notre environnement bâti par ces temps-ci. Il y a une transformation qui n'a pas été encore beaucoup évoquée, c'est la transformation numérique, la digitalisation et le rôle que finalement les nouveaux outils, les workflows d'information numérique peuvent jouer dans la recherche finalement de tous ces objectifs et la mise en place de ces nouvelles pratiques de travail. Donc la présentation que je m'apprête à délivrer a pour objectif d'essayer de positionner le rôle des workflows numériques avec le BIM, Building Information Models, et le concept de Digital Twins pour les analyses de cycle de vie, pour l'analyse de cycle de vie. Et je le ferai sous un angle recherche parce que je parle cet après-midi du projet, voilà, du projet Semantic LCA, donc qui est un projet de recherche financé par le Fonds national de la recherche au Luxembourg et IPSRC au Royaume-Uni, un projet de recherche bilatéral que nous conduisons au LIST depuis déjà un certain nombre d'années avec les collègues de Cardiff University.
Et vous verrez donc qu'on s'intéresse à ces questions de life cycle assessment dans les bâtiments à différentes échelles au travers de l'utilisation d'outils numériques et plus spécifiquement les questions de recherche que nous abordons dans cette démarche et dans ce projet sont liées à l'utilisation de la sémantique, donc concrètement de modèles BIM, de modèles urbains pour contextualiser et rendre plus efficients les processus d'analyse de cycle de vie des bâtiments, des quartiers. Nous souhaitons également analyser et faire usage des données dynamiques que nos bâtiments fournissent de plus en plus, donc dès les premières phases de construction et en particulier bien sûr pendant les phases opérationnelles et de gestion du bâtiment. Donc les capteurs, les systèmes techniques, les systèmes smart nous renvoient des données, on peut les utiliser, les intégrer dans des approches d'analyse de cycle de vie. Finalement, pour délivrer, et c'est notre troisième question de recherche, pour délivrer de l'information à tout un chacun, y compris les occupants du bâtiment, et les aider à prendre des décisions. Je passerai au travers de ces différentes questions de recherche, mais bien sûr, et je commence par la deuxième parce que finalement, l'idée de voir comment on peut centraliser, collecter des données grâce à des nouvelles approches pour réaliser l'analyse de cycle de vie et donc aider à prendre des décisions. On a parcouru l'ensemble des grandes phases et des caractérisations des impacts environnementaux du bâtiment pour se figurer finalement quelles peuvent être les sources de données pour réaliser des ACV et comment on peut les exploiter. Alors, je vais rentrer dans la matière et dans nos résultats par une approche bottom-up. Donc, dans notre projet, on s'est intéressé à deux bâtiments, deux pilotes, l'un au Luxembourg, la Maison de l'Innovation, dans lequel le LIST a une partie de ses collaborateurs, et puis le Queen's Building de l'Université de Cardiff, Cardiff University. Et on a fait un certain nombre d'expérimentations dans les premières étapes du projet et conclu à certains usages intéressants de ces technologies. Pour la Maison de l'Innovation, on a réalisé un modèle BIM utilisant Archicad, un export en IFC qui est un standard très connu, très répandu pour représenter les informations et les propriétés physiques du bâtiment. Mais on a également mis en place un paradigme ou un concept de digital twin, y compris des systèmes informatiques pour collecter des mesures, des données en temps réel dans le bâtiment, en déployant des capteurs, température, humidité, CO2, mais aussi de bruit, de VOC. Et récemment, on a également réalisé des tests avec des capteurs de formaldéhyde. À ces capteurs vraiment physiques, on a aussi associé des capteurs humains, donc le confort perçu, la gestion du confort perçu par les occupants, notamment sur les volets thermiques, acoustiques, vue vers l'extérieur, éclairage, et puis les équipements qui sont peut-être un peu plus proches de ce qu'on peut évaluer par exemple dans Well vis-à-vis de ce que l'organisation met à disposition des travailleurs. Donc vous voyez sur ces images notre modèle statique et puis les capteurs et les données qu'on mesure en temps réel et qu'on historise. À partir de ces sources d'information, la première réalisation assez triviale, c'est de réaliser un ACV parce qu'on a vu dans les présentations précédemment que pour réaliser l'ACV en particulier d'un bâtiment et les embodied carbon, on a besoin finalement de détails sur les matériaux. Donc ce que le BIM, et là je pense que c'est la partie la plus pragmatique et terre à terre de cette présentation, de ma présentation, ce que le BIM apporte, c'est finalement une structuration des données du bâtiment dès les premières phases d'esquisse, en particulier dans des outils BIM bien sûr, jusqu'à la réalisation des phases APD, voire de la construction. Donc là, on mappe les matériaux et les composants du bâtiment aux bases de données d'impact ou aux EPD pour réaliser la CV. C'est ce qu'on a réalisé. On a conclu un certain nombre de limitations à l'heure actuelle qui sont en particulier liées à la manière dont l'information est structurée. Comment avancer vers une utilisation plus répandue du BIM pour la CV, notamment au Luxembourg, en mettant en place des approches de modélisation des propriétés dans le BIM qui soient très structurées. C'est ce que le CRTIB a mis en place depuis un certain nombre d'années pour les workflows BIM. L'effort à réaliser n'est pas très grand pour pouvoir réellement bénéficier du BIM pour faire des ACV plus rapidement et plus efficacement.
Mais comme je l'indiquais précédemment, notre projet ne visait pas simplement le calcul du embodied carbone, mais s'intéressait aussi aux phases opérationnelles du bâtiment et aux impacts environnementaux liés à cette phase opérationnelle du bâtiment. On a réalisé sur le pilote à Belleval une analyse ACV qui nous ont montré que l'impact opérationnel de l'utilisation de l'électricité, du chauffage, avait des impacts non négligeables, y compris par rapport aux produits en place dans le bâtiment, relativement récent, et malgré le fait que ce bâtiment soit un bâtiment passif low-tech. Donc, ça montre à quel point il y a besoin de s'intéresser au monitoring des consommations. La présentation d'Elori le mentionnait aussi. De plus, d'autant plus qu'on a pu également mesurer le delta avec l'EPC initial du bâtiment et voir que souvent les consommations mesurées étaient supérieures à celles prédites. Mais par ailleurs, et c'est une autre caractéristique de notre démarche de recherche, au-delà des impacts du bilan carbone opérationnel ou des matériaux encapsulés dans le bâtiment, on a voulu aussi s'intéresser aux impacts sur la santé en mesurant en temps réel, avec les capteurs que j'évoquais précédemment, les COV ou les particulate matter. On a pu voir aussi l'apparition de pics, donc un besoin de gestion, de monitoring de cette qualité de l'air intérieur, presque en temps réel, est recommandé et nécessaire, et nous laisse à penser qu'il est nécessaire de développer des systèmes informatiques, puisque je parlais de digitalisation globalement, qui vont permettre de gérer le trade-off, l'équilibre finalement entre des objectifs environnementaux, mais aussi l'impact sur la santé des occupants dans la maintenance et la gestion opérationnelle des bâtiments. Donc, ces quelques exemples assez concrets, ces quelques études qu'on a pu réaliser sur nos pilotes dans le cadre du projet, nous amènent à une conclusion. Finalement, une approche combinée du BIM et de la notion du digital twin, de systèmes de digital twin qui sont de plus en plus implémentés dans les bâtiments. Tout à l'heure, on a parlé Xavier Dubois a parlé du BOSS, Building Operation System chez ICO, donc dans le bâtiment WELL 22. Ce sont des dispositifs qui nous permettent finalement d'adresser ces différents types d'impact de manière, en tout cas, fournissent des données. Et ça rejoint donc la question de recherche numéro 1 dans notre projet, qui était d'évaluer le rôle de la sémantique et BIM et Digital Twin en lien avec les impacts environnementaux. On a pu conclure que finalement le BIM a un rôle important dès les premières phases du projet pour estimer les impacts, voire plus tard les valider sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre, sur l'utilisation des ressources ou encore de l'eau, et que le Digital Twin va permettre le monitoring de consommation, des émissions, la validation peut-être également à certaines phases d'utilisation de l'eau, des ressources, et puis on a montré en exergue la question spécifique de la qualité de l'air intérieur qui, bien sûr, a besoin de monitoring constant et régulier. Alors, pour mettre en place ces systèmes, et c'est donc l'objectif de cette partie du projet, il est nécessaire d'avoir des langages, des vocabulaires communs qui vont permettre finalement l'interopérabilité des données. Cette partie est un peu plus technique dans le développement du projet. Mais si on veut que les systèmes se parlent, si on veut que les acteurs, y compris de la chaîne de valeur, se parlent, il faut qu'ils aient un langage commun et des formats d'interopérabilité. Donc, nous avons revu dans le cadre du projet Semantic LCA les différentes ontologies, ces différents vocabulaires qui permettent aux systèmes de travailler aujourd'hui et aux informations de s'échanger. Vous voyez qu'on retrouve IFC pour la partie BIM ici dans le tableau, mais également un certain nombre d'autres ontologies, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en relation des silos d'informations de manière beaucoup plus fluide et utilisable dans des workflows de la construction. On a développé nos use cases, donc les cas d'utilisation, et j'en ai présenté certains, l'utilisation du BIM pour le LCA. Dans ces cas-là, on a besoin des matériaux, des composants du bâtiment. Les trade-offs opérationnels, c'est ce lien entre consommation énergétique et qualité de l'air, etc. Vous voyez qu'on a aussi traité l'optimisation, la gestion énergétique à l'échelle du district, la rénovation, notamment par l'ajout d'extensions sur les bâtiments existants et les questions de pondération.
Notre objectif in fine étant d'identifier les différents concepts qui vont permettre aux systèmes qu'on développe et qui seront développés dans le futur de communiquer entre eux et d'échanger de l'information. En quelques mots pour conclure sur l'avancement et les évolutions dans notre projet, donc on a mis en évidence l'intérêt du BIM et des Digital Twins pour prendre en considération les différents impacts dans l'environnement bâti, environnementaux et sur la santé en particulier. Le projet développe donc des méthodes LCA qui mettent ensemble les impacts environnementaux avec les questions d'impact sur la santé et fait usage de données dynamiques dans l'analyse de cycle de vie. Les dernières phases sur lesquelles nous travaillons pour les prochains mois sont la réalisation finalement de ces outils d'aide à la prise de décision et notamment d'un dashboard pour la gestion et le contrôle opérationnel du bâtiment qui sera finalement un démonstrateur final du projet répondant à la question de recherche numéro 3. Et puis pour conclure, les informations qui ont été présentées dans cette présentation finalement se trouvent aussi sur un article technique plus détaillé que vous pouvez consulter sur le portail BuildUp, coécrit avec mes collègues Kaline Boger et Antonino Marbuglia. Merci pour votre attention. Merci Sylvain. Là, il nous reste 15 minutes pour prendre les questions. Alors, la première question, c'est pour Paul. Par rapport à l'établissement du budget carbone, à combien vous estimez ce budget afin qu'on puisse respecter la valeur inférieure à 2 tonnes de CO2 équivalent d'ici 2030? Je ne peux pas répondre à la question parce que pour le Luxembourg, on n'a pas encore de chiffres et je pense que l'objectif de 2 tonnes n'est pas vraiment l'objectif qu'on vise. On vise plutôt l'objectif de 2 degrés, voire 1,5 degrés pour notre budget. Donc, je ne sais pas, j'ai essayé de répondre dans le chat à la question et j'ai envoyé déjà une réponse ainsi qu'un lien pour le Danemark. Je ne sais pas si tout le monde peut voir la réponse, mais il y a des chiffres pour le Danemark qui estiment des valeurs de 0,4 kg de CO2 par mètre carré et par année. Ça, c'est un des chiffres que j'ai vu pour le Danemark. Je ne sais pas à quel point c'est représentatif pour le Luxembourg. Oui, normalement, les participants n'ont pas accès au chat, mais on verra comment ajouter le lien dans la présentation quand on l'ajouterait sur le site web. Sinon, la prochaine question est également Paul. Je peux répondre sur l'empreinte carbone. Ok. Tu veux lire la question ou tu veux... Il écrit que l'empreinte carbone d'un luxembourgeois moyen soit de l'ordre de 13 tonnes de CO2 équivalent, qui semble supérieure à celle des pays voisins, soit de 10 tonnes de CO2 équivalent en France, par exemple. Mais donc, la différence principale, c'est surtout sur 2 aspects, la mobilité et le logement, et enfin la consommation énergétique des logements. Donc, j'ai déjà montré dans ma présentation que sur la consommation énergétique résidentielle, elle est très élevée au Luxembourg par rapport aux autres pays européens. Donc, la demande est très élevée, donc ça peut être dû parce que les logements au Luxembourg sont grands, qu'on utilise plus de chauffage. Après, c'est aussi peut-être une question de pouvoir d'achat. Donc, quand on a plus les moyens, on regarde moins peut-être les dépenses énergétiques, même si ça a pu changer depuis la crise et la guerre en Ukraine. Donc ça, on consomme beaucoup d'énergie au Luxembourg au niveau du résidentiel. Et en plus, on a un contenu carbone plus important que par rapport en France. Donc, par rapport à d'autres pays, on n'est pas si mauvais, mais voilà, par rapport à la France qui a été donnée comme exemple, c'est assez élevé. Et donc ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est surtout la mobilité
et la voiture, l'utilisation de la voiture. Donc au Luxembourg, on a un des plus hauts taux de voitures par habitant en Europe. Et donc, on a aussi un taux d'utilisation de kilomètres en voiture par habitant qui est très élevé par rapport aux autres, même si on essaye d'enlever l'effet frontalier, on va dire, hein, juste en prenant en compte les données luxembourgeoises, on a beaucoup de voitures. Et donc, ça, c'est le deuxième point qui va faire que l'empreinte carbone au Luxembourg est très élevée par rapport à d'autres pays européens. Merci, Laurie. Donc, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Nous pouvons attendre quelques minutes avant de clôturer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer via le chat. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter après ce webinaire et on partagera les questions avec les intervenants. Bon, il n'y a pas de questions. On peut clôturer la session. Merci beaucoup aux intervenants, merci aux participants et je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Plaisir, au revoir. Merci, au revoir.